On dit souvent que les nouveaux projets crypto qui sortent ont des tokenomics absolument horribles, parce qu'elles sont pas propices à une prise de valeur du jeton. Sauf qu'en fait, pas vraiment. Pour les retail, oui, c'est absolument catastrophique. Par contre, si on prend par exemple le VC de Ventures Capital ou des membres de la team qui ont acheté en seed et qui ont eu des tokens avant tout le monde, là, la tokenomics, elle est excellente. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plein d'acteurs à l'intérieur d'un écosystème crypto et qu'une tokenomics, c'est pas uniquement savoir si un jeton va prendre de la valeur ou non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup, on peut se demander, ça serait quoi une tokenomics parfaite? Une tokenomics parfaite, j'aime bien dire que c'est une tokenomics qui est win-win-win. C'est-à-dire qu'on a 3 principales raisons et elle doit être gagnante pour ces 3 raisons. La première raison, c'est qu'une bonne tokenomics doit améliorer le produit. Je vois beaucoup de gens qui réfléchissent en se disant « Oui, ce projet il est bien, mais on n'a pas besoin de token, le projet pourrait très bien fonctionner sans token. » Et la réflexion de juste dire « Le projet pourrait exister sans token » n'est pas hyper pertinente. La vraie question qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que la présence du token améliore le produit? Un produit peut très bien exister sans token. Par contre, est-ce que le token améliore le produit? Est-ce qu'il rajoute de la profondeur de liquidité? Est-ce qu'il rajoute de la facilité? Est-ce qu'il rajoute de la rapidité? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il le rend plus accessible? Le token, il doit servir à ça, à l'intérieur d'un produit. Le token est au service du produit. Si on prend le jeton Link, par exemple, il permet plus de stabilité et plus de rapidité à l'intérieur de Chainlink. Si on prend Ethereum, il y a plus d'accessibilité au réseau et ça permet d'avoir une monnaie unique et d'avoir accès à ce fameux ordinateur décentralisé sans avoir par exemple de barrière de monnaie, de devoir utiliser du dollar et si je me trouve dans des pays qui n'utilisent pas le dollar, je peux pas utiliser Ethereum. Et en soi, c'est pas du tout valable qu'en crypto. Si on prend l'euro, par exemple, pourquoi les pays d'Europe se sont accordés pour avoir une monnaie commune? C'est pour faciliter les échanges, les imports, les exports et toute la communication internationale, en tout cas à l'intérieur de l'Europe. L'euro a amélioré le produit. Un token doit contribuer à améliorer le produit sous-jacent. Un token, il est vraiment designé pour régler les problèmes collectifs et pour aligner les participants vers un but commun. Si on prend l'exemple du staking, le staking, c'est quoi? C'est mettre en caution ses jetons pour sécuriser le réseau. Si le staking, c'était purement du bénévolat, est-ce que vous croyez qu'il y aurait autant de gens qui le feraient? Non. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise le token pour récompenser les gens qui mettent en caution leur token. Donc en gros, on incite les gens à participer à la sécurité économique du réseau. Donc ici, le token, il aligne tout le monde vers un but commun, sécuriser le réseau, parce qu'il permet de récompenser ceux qui y contribuent. Donc ça, c'est le premier win. Le deuxième win, c'est que le token, il doit servir à récompenser à juste titre, attention, tous les acteurs du réseau. Dans un écosystème crypto, il y a beaucoup de monde différents. Il y a des VC qui ont des intérêts, il y a la team, il y a des développeurs, il y a l'investisseur retail, il y a les exchanges, il y a les applications qui vont se développer dessus. Tout le monde est sur cet écosystème et chacun a ses intérêts croisés. Et normalement, une bonne tokenomics, elle est conçue pour que tout le monde y trouve son bonheur et soit récompensé à la hauteur du niveau d'implication et de valeur ajoutée qu'il a dans l'écosystème. Si par exemple on prend un développeur qui travaille et qui charbonne dur pendant des mois et au final qui contribue énormément au réseau mais qui n'a qu'une toute petite partie de la supply, il va pas être content. Et du coup il va se casser dans un autre projet. Résultat de ça, il y aura beaucoup moins de développeurs, le projet va plonger parce qu'il n'y a pas d'initiative. Par contre, à l'inverse, attention à pas trop donner. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de tokenomics qui sont horribles, c'est parce que actuellement, on a trop de projets qui donnent une partie beaucoup trop élevée aux investisseurs privés, aux ventures capital, etc. Parce qu'il faut pas croire que les ventures capital ne contribuent pas et ne sont pas une valeur ajoutée pour le projet. Les ventures capital, elles prennent un gros risque, elles investissent généralement en seed, la plupart de leurs investissements s'écroulent, elles font confiance au projet avant tout le monde. Et c'est une valeur ajoutée parce que ça permet au projet de se développer et d'avoir des fonds pour financer toutes les initiatives. Donc ça, il n'y a aucun problème. Par contre, le problème, c'est qu'actuellement, les ventures capital et les investisseurs privés sont récompensés de manière trop haute par rapport à leur contribution. Ils devraient être un peu moins récompensés parce que le problème de ça, c'est que ça se fait au détriment des investisseurs retail. Si on récompense trop quelqu'un, ça veut dire qu'on récompense pas assez quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en général, il y a un nombre limité de tokens en circulation. Et du coup, je fais un petit parallèle sur les fair launch. Le fair launch, c'est le fait de dire il n'y a pas de pré-minage, il n'y a pas d'investisseurs privés, c'est on lance les jetons et tout le monde peut les miner. Et donc les fair launch, oui, ils sont en général plus propices à une prise de valeur du jeton, mais par contre, pour l'écosystème à long terme, c'est pas forcément tout le temps l'idéal. C'est ça que je veux dire tous. Il y a des gens qui voient un peu ça comme la formule magique. Mais pas vraiment. Parce que le fair launch, oui, il permet d'avoir un jeu qui est un petit peu plus équilibré, de ne pas avoir d'investisseurs privés qui vont dump, etc. Par contre, le problème du fair launch, c'est que parfois, les membres de la team vont avoir pas de token, ou alors
pas assez par rapport à leur implication, les développeurs pareil, et la supply va se répartir un petit peu trop vers les holders qui certes contribuent au projet, mais sont quand même très passifs. Et derrière, l'équipe peut avoir l'impression de travailler pour rien. On prend l'exemple de André Cronge, qui est actuellement le CEO de Phantom, que vous connaissez. Il avait lancé un projet qui s'appelait Yearn Finance, et il avait fait un fair launch. Et il avait 0 token. Et le mec a dit que c'était vraiment sa plus grosse erreur dans sa carrière de créateur de projet, parce que il avait aucun token, donc il travaillait entre guillemets dans le vide, mais par contre, tous les problèmes qu'il y avait autour du token, il se les reprenait, alors que lui n'avait aucun intérêt croisé et ne détenait aucun token. Et il avait dit que c'était vraiment très problématique et qu'il a arrêté en partie pour ça. Et on parle d'une très grosse entité de l'écosystème. Donc attention, les fair launch ne sont pas des formules magiques non plus. Donc ça c'était le deuxième win, et le troisième win c'est tout simplement qu'un token doit être bénéfique pour les holders. Ça paraît bête, mais c'est important que la personne qui détienne le token ait une valeur ajoutée. La valeur ajoutée qu'on connaît plus, c'est la prise de valeur d'un jeton. Donc en gros la spéculation. Oui, la spéculation est très importante, mais c'est pas uniquement ce qui peut être bénéfique et ce qui peut être une valeur ajoutée pour le holder. On peut avoir par exemple un droit d'accès, un droit de vote, des rendements qui sont générés à la détention du token, des accès à des événements ou à des airdrops ou des trucs comme ça. Dans tous les cas, un token doit être bénéfique pour le holder. C'est extrêmement important. Mais le problème de ça, c'est que ça veut pas dire qu'il faut que les gens achètent du token à tout prix. Et du coup, il y a certaines équipes qui font une énorme erreur, c'est de créer de la déflation à tout prix. D'arriver et de dire, ok, regardez notre token, il a une valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que notre valeur ajoutée, c'est qu'il est déflationniste. Tous les mois, on brûle une certaine partie de token sans aucune raison. Donc, il y a une certaine partie d'investisseurs qui vont se ruer dessus pour spéculer parce qu'ils croient qu'il a une valeur ajoutée. Ici, la prise de valeur. Mais la conséquence, c'est que la déflation à court terme peut être bénéfique pour une prise de valeur, par contre à long terme est beaucoup plus compliqué parce que ça coupe les initiatives, ça coûte du budget qu'on pourrait allouer pour créer quelque chose, et c'est très souvent pas pertinent de mettre une déflation sans aucune raison. La tokenomics parfaite, elle doit donc être win-win-win. On dit qu'elle doit être bénéfique pour le holder, elle doit améliorer le produit sous-jacent et elle doit récompenser à juste titre toutes les parties prenantes du projet de manière proportionnelle à la valeur ajoutée qu'ils ont dans l'écosystème. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de tout ça, il y a plein de mini-tirets et que un tout petit déséquilibre à l'intérieur d'un petit tiret va forcément faire une sorte de gros effet boule de neige sur le reste. C'est très compliqué d'avoir une tokenomics parfaite, en plus du fait qu'elle doit être alignée et très personnalisée par rapport au produit et au projet qui est développé.